Bienvenue sur i24 News, merci de votre fidélité à nos programmes sportifs. C'est votre émission spéciale du week-end des émotions, de la passion. Restez avec nous, si vous aimez le sport, les champions vont vous faire rêver. On est parti. Steven Gerrard, vous le savez, est une figure emblématique de Liverpool, une véritable histoire d'amour entre le joueur, le club et les fans. Mais l'Angleterre, eh bien, c'est fini pour lui. Il part désormais poursuivre sa carrière en Californie. Mais Steven Gerrard arrivera-t-il à oublier son seul amour? Ou reviendra-t-il très vite dans le club de son cœur, celui qui lui a donné ses joies et tous ses titres? Regardez son portrait avec Samuel Calvo. C'est une des légendes du club de Liverpool. Il vient de signer son dernier match à Anfield Road avec les Reds, le stade qui a fait de lui le joueur qu'il est aujourd'hui. Originaire du comté de la Merseyside, le milieu de terrain fait ses débuts le 29 novembre 1998 à l'âge de 18 ans. Le début d'une carrière qui sera prospère. Gerrard a joué 709 matchs, marqué 185 buts et gagné 11 trophées, dont une Ligue des Champions, une Coupe de l'UEFA, 2 FA Cup et 3 League Cup. La victoire la plus mémorable, c'est bien sûr la C1 en 2005, après une rencontre forte en rebondissement contre le Milan AC. Le dernier match du capitaine des Reds a été plein d'émotions malgré une défaite 3-1 qui n'a pas assombri ses au revoir. Je pense avant tout que je dois remercier tout le monde au club, les gens qui m'ont aidé pendant ces 17 années, du début à la fin. Je vais le dire dans le désordre, il y a trop de gens à remercier. Je veux dire merci à tous mes coéquipiers aujourd'hui, même ceux qui n'ont pas joué, les anciens qui m'ont accompagné pendant des années. Vous avez fait de moi le footballeur que je suis aujourd'hui, mais mon dernier remerciement, je le dois d'abord au personnage le plus important pour une équipe de football, le public, qui est plus important que quiconque. L'entraîneur de Liverpool a aussi fait référence aux fabuleux adieux concoctés par les supporters des Reds. Le soutien qu'il a reçu était génial. Il ne s'y attendait certainement pas. C'est un joueur formidable. Il a tout donné à son club. Donc ces adieux ont été super pour lui et sa famille. C'est un jour très spécial dans sa carrière. J'ai toujours dit que c'est un joueur et un homme irremplaçable à mes yeux. Ce qu'il a donné à cette équipe, le niveau auquel il s'est hissé, c'est une chance pour tout le monde. Le grand Stevie G quittera Liverpool à la fin de la saison. Il part pour une nouvelle aventure en Amérique chez les LA Galaxy. Mais qui sait, peut-être que le héros des Reds reviendra dans son club de cœur dans le futur. La passation de pouvoir a bien eu lieu alors que l'Atlético Madrid avait remporté le championnat la saison dernière au Camp Nou. Cette année, c'est le Barça qui prend sa revanche en l'emportant sur le terrain des Colchoneros. C'est peut-être le premier sacre pour l'équipe de Luis Enrique qui signe un parcours exceptionnel cette année et qui disputera notamment la finale de la Ligue des Champions face à la vieille dame, la Juventus de Turin. Leurs fans sont plus motivés que jamais. Vous vous en doutez, le reportage tout de suite de Lise Barembo. Le FC Barcelone vient d'empocher son 23e titre de champion d'Espagne en 37e journée de Liga. Vainqueur à Madrid sur la pelouse de l'Atlético grâce à un but de Messi, le club catalan surpasse son rival, le Real Madrid. Malgré sa victoire sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone 4-1 grâce à un triplé de Cristiano Ronaldo, avec 4 points de retard sur le Barça, la Casablanca ne pouvait rien faire. Je ne pense pas qu'au moment présent, gagner un championnat, c'est le résultat de 38 matchs d'efforts. Les joueurs ont très bien joué aujourd'hui. Ils savaient que cette victoire nous donnerait le titre. L'équipe méritait de gagner. Nous avons montré les qualités qui nous caractérisent. Il faut vraiment féliciter les joueurs. Depuis le début de la saison, le club et les fans nous ont soutenus pour arriver à ce moment génial. Je suis fier de rendre les fans du Barça heureux. Il aura suffi d'un éclair de Messi bien aidé par Pedro. L'Atlético n'a pas résisté à des Barcelonais qui ont affiché un taux de 76% de possession de balles. Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético, lui aussi reconnaît les qualités de ses adversaires. Le FC Barcelone mérite d'être champion, surtout pour son niveau depuis le mois de décembre. Félicitations à eux, ils le méritent totalement. Je pense que ça va leur faire du bien de redevenir champions, puisqu'ils ne l'étaient pas la saison dernière. D'après moi, ils ont bien réagi depuis la fin de l'année dernière. Ils ont d'excellents joueurs qui peuvent décider du sort du match à n'importe quel moment. Et ils ont encore 2 opportunités à venir pour essayer de faire un triplé. Reste aux Barcelonais à remporter la Coupe du Roi le 30 mai face à l'Athletic Bilbao, puis la Ligue des Champions le 6 juin face à la Juventus pour un triplé d'une autre envergure. Et les fans y croient dur comme fer. Ce n'est que le début, on ne va pas s'arrêter maintenant. Ensuite ce sera la Copa del Rey, puis la Ligue des Champions. On va triompher à Berlin.
Sous les ordres de Luis Enrique, la saison du Barça pourrait être exceptionnelle, encore une fois. Et chaque année, l'UNFP, le syndicat des joueurs professionnels de football, organise une grande fête pour remettre un prix à ceux qui ont marqué le championnat de France. Et même si le très controversé Laurent Blanc a tenu son pari et remporte le prix pour le meilleur entraîneur, eh bien c'est Lyon qui a été mis le plus à l'honneur, avec notamment, sans surprise, Lacazette, le jeune attaquant lyonnais qui suscite bien des convoitises. Regardez le résumé de cette soirée avec Mathieu Topman. Le verdict des trophées UNFP est tombé. Une semaine avant la conclusion du championnat et au lendemain du sacre parisien, ce sont 2 jeunes Lyonnais qui ont été mis à l'honneur. Devant un parterre de journalistes et de personnalités du ballon rond, Alexandre Lacazette remporte le prix du meilleur joueur de la saison. Il faut dire que le Lyonnais avait mis toutes les chances de son côté avec 27 buts et 5 passes décisives. Il détrône ainsi Zlatan Ibrahimovic, vainqueur des éditions 2013 et 2014. Tout petit, forcément quand on voit des distinctions comme celle-ci, on a toujours envie de s'y retrouver, d'être à la place. Donc savoir que déjà les joueurs ont nominé, ça fait plaisir, mais en plus de repartir avec le trophée et qui plus est avec une grande concurrence telle que Pastore, Verratti ou Ibrahimovic, c'est très très bien. Et l'OL ne s'est pas arrêté en si bon chemin, puisque l'autre grande révélation de son centre de formation, Nabil Fekir, a lui été sacré meilleur espoir de la saison. Un impact indéniable sur le jeu de son équipe et des statistiques incroyables avec 13 buts et 9 passes décisives. Si le dauphin du championnat est bien représenté pour ses trophées avec la présence également de Jérémy Jallet, le PSG de son côté n'est pas en reste. Le prix du meilleur entraîneur de la saison a été décerné à Laurent Blanc. Le manager francilien, qui peut encore aller rafler la Coupe de France le 30 mai prochain, s'est déjà adjugé la Coupe de la Ligue et le championnat. On y a toujours cru, on n'a jamais rien lâché et on s'aperçoit que c'est les autres qui ont lâché. Donc satisfaction globale au niveau des joueurs, au niveau collectif. Et puis cette récompense individuelle qui m'est remise cet après-midi, mais qui récompense aussi un collectif. C'est-à-dire mon staff technique au complet, et j'y rajouterai aussi mon staff médical. Le PSG a globalement dominé cette cérémonie avec notamment 6 joueurs dans l'équipe type de la saison. Maxwell, David Luiz, Thiago Silva, Javier Pastore, Marco Verratti et Zlatan Ibrahimovic. Marseille est le 3e club à tirer son épingle du jeu avec Steve Mandanda et Dimitri Payet dans le 11 type. Une cérémonie qui vient célébrer la fin d'une saison passionnante où l'on a cru capable Marseille puis Lyon de détrôner le club de la capitale. Mais Paris a montré une fois de plus que pour le moment, son équipe est bien la meilleure du championnat. Allez, on va passer au tennis avec le tournoi de Roland-Garros qui débute ce dimanche. Comme chaque année, il va y avoir du trafic à la Porte d'Auteuil. La dernière semaine de mai et la première de juin. Cette année, le maître des lieux, Rafael Nadal, semble un petit peu moins à l'aise. Et il pourrait permettre à Djokovic de réaliser son rêve, gagner le seul grand chelem qui lui manque à son palmarès. Un beau duel en perspective, regardez. Vainqueur de Roger Federer en finale du Master 1000 de Rome, Novak Djokovic se présente en grand favori à Roland-Garros. À quelques jours du Grand Chelem parisien, un des habituels vainqueurs du tournoi, Rafael Nadal, n'est pas en grande forme. Quand on ne gagne pas pendant un moment ou que l'on a des problèmes physiques, comme moi, quand on pense à gagner plus qu'il ne le faudrait ou que l'on est obsédé, ça rend anxieux, ça met sous pression, ce qui peut être contre-productif, je pense. Djokovic, numéro 1 mondial, affiche quant à lui un bilan de rêve cette année. 5 victoires en 5 tournois majeurs disputés. Open d'Australie, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo et Rome. Cette année, Djoko a battu tous les autres membres du top 10 mondial, dont Federer, Murray, Nishikori, Nadal et Wawrinka. Un seul s'est offert le Serbe, c'est Federer en finale à Dubaï en février dernier. Roland-Garros est le seul grand chelem qui manque au palmarès de Djokovic. Après sa victoire à Rome sur terre battue, le champion semble en pleine confiance. J'ai commencé le tournoi après une période de 3 semaines sans avoir joué de match officiel. J'étais un peu rouillé si je puis dire. Les 3 premiers matchs ont été difficiles, mais j'ai réussi à retrouver ma forme, à augmenter mes performances au fur et à mesure du tournoi. Maintenant, j'ai hâte de jouer à Paris. Nadal, nonuple vainqueur à Roland-Garros où il n'a perdu qu'une seule fois, débarque pour la première fois porte d'Auteuil sans avoir remporté le moindre titre en Europe sur terre battue. Échec en série à Monte-Carlo, Barcelone, Madrid et Rome.
Nadal admet lui-même que son grand rival sera très difficile à battre. Djoko a été bon en 2011, 2012, 2013 et en 2015. Je dois le féliciter. Tous les joueurs doivent reconnaître qu'aujourd'hui, il est le numéro 1 grâce à toutes ses victoires cette année. Cette année, c'est moi qui dois améliorer les choses, revenir au très haut niveau pour réussir à l'affronter sur le terrain. Pour la première fois depuis 2005, Nadal débutera le tournoi en dehors du top 4 mondial. Nadal ne fera donc pas partie des 4 premières têtes de série, ce que déplore Djokovic. Dans les faits, l'Espagnol ne rencontrerait donc le Serbe qu'en quart. Allez, un mot de MotoGP, la compétition reine des 2 roues. Valentino Rossi fait un retour fracassant au premier plan. Il est à présent leader du classement, mais derrière le champion en titre Marc Marquez et son compatriote Jorge Lorenzo sont aux aguets. La 5e étape du championnat du monde a eu lieu en France. On regarde ça en images avec Michael Friedman. Le Grand Prix de France de MotoGP a eu lieu sur le circuit historique du Mans. Les meilleurs pilotes sur l'un des plus beaux circuits, tous les ingrédients pour une étape du championnat du monde réussis. Avant la course, les pilotes ont pu redécouvrir le tracé grâce aux essais libres, puis aux séances de qualification. Le double champion du monde Marc Marquez a magnifiquement dominé cette séance de qualification en prenant la pole position. Un premier succès pour l'Espagnol, même s'il savait que la concurrence serait dure lors de la course. Mais de toute façon, cela va être une course très difficile, surtout parce que Jorge Lorenzo a un très bon rythme. Et justement, Lorenzo réalise le meilleur départ et prend la première place au second virage. Une première place qu'il ne lâchera jamais jusqu'à la ligne d'arrivée. L'Espagnol de 28 ans a devancé son coéquipier Yamaha, Valentino Rossi, de 4 secondes pour être sacré champion en France. Oui, un très bon départ. Au premier virage, j'ai devancé Andrea Dovizioso pour prendre la tête. C'était dur, comme d'habitude. J'ai dû me battre avec Andrea. Et puis ensuite, il y avait Valentino Rossi. Il était très rapide, donc j'ai dû pousser au maximum. Le grand vainqueur avait le sourire aux lèvres à l'arrivée. Au classement, Valentino Rossi domine toujours avec 102 points. Jorge Lorenzo remonte à la 2e place avec 87 points. Il devance de 4 unités Andrea Dovizioso, alors que le champion en titre Marc Marquez occupe la 4e place avec 69 points. La saison de MotoGP est longue et rigoureuse et chaque pilote doit se remobiliser pour le prochain Grand Prix en Italie pour espérer remporter le trophée final. Et je propose de découvrir un centre sportif inédit créé par un Français il y a quelques années. C'est un véritable melting pot culturel qui s'y retrouve chaque jour avec une passion commune, la boxe thaï. La boxe qui a su séduire les jeunes du monde entier pour ses valeurs nobles, comme le respect de l'adversaire et le dépassement de soi. Regardez le reportage de Tammy Harel. Je m'appelle Elias Dre. Je suis venu en Israël il y a 2 ans. Lorsque Yaniv Cohen a créé son club de boxe thaï au centre de Tel Aviv, il ne s'attendait pas à ce que ses cours deviennent un microcosme de la société israélienne. Dans ce club de boxe thaï que vous voyez à Tel Aviv, il y a un peu de tout. Il y a des Israéliens de Sabar, comme vous dites. Il y a des enfants qui viennent de Colombie, de Philippines, d'Afrique, de Russie, de France, pas mal. Cédric a 14 ans. Il est né en Israël de parents philippins. Mais il n'est pas considéré comme israélien. Scolarisé dans une école pour enfants de travailleurs émigrés, il n'a presque aucun contact avec des Israéliens. Des amis israéliens ? À vrai dire, je n'en ai pas tellement. La majorité de mon entourage vient de différents pays. Des Philippins, des Érythréens, des Colombiens. Mais ici, c'est le seul endroit où je rencontre des Israéliens. Ils m'ont vraiment accueilli comme si j'étais israélien. Est-ce que vous avez déjà dû vous défendre dans la rue ? Il y a eu quelques cas de violence. Une fois, on a essayé de me voler de l'argent, on a essayé de me prendre mon téléphone. Mais même si j'apprends la boxe ici, je respecte la loi. Si tu as la possibilité de partir, de t'éloigner d'une situation dangereuse, fais-le. Ne joue pas au héros, ne t'attire pas d'ennui. Ils sont là pour le sport, pas pour se frapper. Si quelqu'un vient à la boxe pour se frapper, il sort de la porte. Yaniv est né en France. Il vit en Israël depuis l'âge de 5 ans. C'est peut-être pour cela que son club attire tant d'immigrants français. La plupart ont pratiqué le Krav Maga et ça donne aujourd'hui à la boxe thaï. Par rapport à la violence qu'il y a en France et tout,
Ouais, je sais pas, ça peut donner confiance aux gens qui... Quand les gens ils font des sports de combat, des fois ça leur donne confiance. Et c'est une manière peut-être de se défendre. Pour les non-initiés, ce club ressemble peut-être à une tour de Babel. Mais ceux qui connaissent l'histoire de la boxe le savent, cette discipline a toujours été celle des émigrés. C'est pas pour rien qu'il y a des minorités dans la boxe. Dans tout le monde, c'est comme ça. Si vous allez en France, en Amérique, d'ailleurs en Amérique jusqu'à les années 30, 40, 50% des boxeurs ils étaient juifs. Mais pas que des juifs, un peu du Maghreb, de l'Afrique, de tous les continents en fait. Et c'est ça ce qui est beau dans ce sport, c'est que tout le monde se sent concerné. Bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'info c'est maintenant et c'est évidemment sur i24 News.